Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous accueilliez très chaleureusement le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Presque comme à la maison. Bien le bonjour tout le monde. Ça fait, je crois, un sacré moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver physiquement au même endroit. Et je pense fort heureux d'y être. En tout cas, c'est mon cas. D'abord, salutations aux militantes et aux militants du Bloc québécois qui êtes ici. Salutations particulières aux militantes et aux militants du comté de Shefford qui nous accueillent et bien sûr à Andréane Larouche, votre députée. Salutations aussi toutes particulières à la gang de jeunes. Faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Jean-Philippe, peux-tu te lever, s'il te plaît? Ce jeune homme a littéralement reconstruit le Forum Jeunesse. Il met la barre très haute pour celles et ceux qui lui succéderont. Salutations à mes amis et collègues députés. Bienvenue à Granby, même si ce n'est pas chez moi, parce que je suis bien content que nous y soyons tous. Et salutations aux membres du Bureau national et à notre présidente. Bien le bonjour. Je vais commencer par une note qui sera brève, mais je pense qu'il faut en saisir la portée. Le Québec ne doit pas importer, comme on l'a connu dans un passé très lourd qu'on essaie de laisser derrière, la violence dans ces collèges. Ça ne doit pas se produire. Et s'il faut donner davantage et de meilleurs moyens à nos forces policières, eh bien, ainsi soit-il. Et ça doit commencer par un contrôle réel et rigoureux des armes à feu et des armes de poing. Une autre note importante. Depuis le début de l'année sévit une guerre sale. Ne confondons pas les peuples et les régimes. Je crois que le peuple russe n'est pas pire que le peuple ukrainien ou que le peuple québécois. Mais je pense que le régime russe est sale.
On compte des milliers, des dizaines de milliers de morts, des déplacés, des destructions, une menace à la sécurité de tout ce coin du globe. Des civils, des adolescents russes forcés au combat par la dictature, la détresse, la misère. Et dans 2 semaines sera la commémoration de l'Holodomor, le génocide des Arméniens au début du siècle dernier. Ukrainien, pardon. J'ai envie de dire la première tentative de génocide des Ukrainiens. J'ai un mot pour le président Zelensky. Notre désir de solidarité est intact. Notre désir de paix est intact. Notre foi en la démocratie est intact. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens réfugiés au Québec sont les bienvenus. Nous en prenons bien soin. Désormais, ils sont, elles aussi et eux aussi, des Québécois. Je suis convaincu, et je le désire de tout mon cœur, le peuple ukrainien vaincra. Maintenant, on ne fait pas la promotion de la souveraineté parce que l'adversaire, volontairement ou pas, est mauvais. On fait la promotion de la souveraineté parce qu'on veut un pays, parce qu'on veut être libre. Mais l'adversaire est mauvais. Il n'est pas bien bon de nature. Et il est foncièrement mauvais par intention. Il est mauvais pour le Québec. Prenons quelques exemples. Ce fameux dossier, cet autre dossier qui s'ajoute à la pile en matière d'immigration, qui est cette volonté, dans la fixation sur les chiffres, d'accueillir, mais dans ce cas-ci, le mot « accueillir » ne s'appliquerait pas, 500 000 nouveaux arrivants par année. Un ratio hypothétique de 120 000 pour le Québec, auquel il faut ajouter la proportion des gens qui arrivent en demandeurs de statut de réfugié, en demandeurs d'asile, beaucoup par le chemin Roxham, et dont un nombre pas clairement déterminé restera au Québec. Je crois qu'on peut aisément dire 20 000. Ce n'est pas le nombre qui est important, sauf si le nombre est proprement fou. La société québécoise, dans l'état actuel des choses, n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités fondamentales à l'endroit des gens qui s'ajoutent pour améliorer leur sort, donc de façon légitime à bien des égards, mais qui s'ajoutent à notre population. Nous ne sommes pas en mesure de fournir, en ajout, des services adéquats en matière d'éducation, des services adéquats en matière de santé, des services adéquats en matière de services de garde. Beaucoup et énormément ce devoir fondamental qui est le nôtre, pas en mesure de leur assurer un apprentissage adéquat et rapide de la langue française. C'est notre devoir fondamental de fournir à ces gens qui veulent améliorer leur sort le premier outil d'intégration à la société québécoise, qui est la langue française. Leur intégration économique en dépend. Leur capacité à occuper un emploi, au moins en théorie, en dépend. Leur capacité à aller faire leur vie dans les régions du Québec en dépend. J'ai un message pour le premier ministre. Les gens qui choisissent le Québec sont des humains. Ce ne sont pas des instruments politiques.
Mentionnons l'hypocrisie du chemin Roxham. Il n'y a rien d'humanitaire dans le traitement du dossier du chemin Roxham tel que géré par les libéraux de Justin Trudeau. Des milliards de dollars gaspillés, notamment dans le béton, notamment des dizaines de millions de dollars de contrats à un gros donateur du Parti libéral. Une incapacité d'intégration heureuse et harmonieuse, un nouveau phénomène, l'itinérance chez les demandeurs d'asile, profondément blessant pour quelqu'un qui a un minimum de sens humanitaire. Et tout ça se passe à côté d'un poste frontalier régulier. Et plutôt que de suspendre l'entente entre tiers pays sûrs, qui permettrait aisément de gérer adéquatement et de façon humanitaire les enjeux et les dossiers, et plutôt que d'investir dans du personnel avec tout cet argent, à Immigration Canada, le gouvernement fédéral encourage la mafia des passeurs criminels. Autre hypocrisie, celle des étudiants étrangers. 80% des demandeurs de visas d'études francophones et originaires d'Afrique se le font refuser. Des directives de cadres et de hauts fonctionnaires à des commissaires qui doivent être indépendants dans la gestion des dossiers et des demandes, qui incitent les commissaires à aller dans un sens ou dans l'autre, avec pour résultat, indépendamment de conversations dont on connaîtra évidemment jamais le détail, que des étudiants sont refusés parce qu'ils parlent français et parce qu'ils sont africains. Et on ose nous parler de racisme systémique. Une conséquence connue fait partie de l'intention. Soit par la langue, en faisant en sorte que les gens qui entreront sur le territoire québécois pour y rester ne pourront pas maîtriser le français et s'intégreront dans n'importe quelle autre langue et au premier chef la langue anglaise, soit nous refuserons ce nombre et notre poids à l'intérieur de la Fédération canadienne continuera à se ratatiner comme une peau de chagrin. Dans l'un et l'autre cas, par la langue ou le nombre, l'intention semble être de casser le Québec et d'affaiblir le français. J'invite ceux qui seront interpellés à éviter le piège de négocier des demi-mesures, des à mi-chemin, des un petit peu plus qu'on ne sera pas capable d'intégrer adéquatement. Les Québécois ne veulent pas d'une demi-nation. Les Québécois veulent être reconnus, vivre et agir comme une nation à part entière. Dans les corridors de la Chambre des communes, la rumeur veut que C13, la loi qui refonde la loi sur les langues officielles, quand ils vont être rendus honnêtes, ils vont appeler ça la loi sur la langue officielle, mais ils mettent encore laid. La rumeur veut que C13 soit adopté sous bâillon. La rumeur veut aussi que la totalité des demandes formulées par Québec à l'époque de la ministre Lebel soit refusée et rejetée en bloc. La rumeur veut que les entreprises qui sont sous juridiction fédérale auront le choix entre appliquer la charte de la langue française, celles qui le veulent le faisant bien sûr déjà, ou cette espèce de demi-mesure, Kool-Aid dilué, de cette nouvelle loi sur les langues officielles. Bien sûr, quiconque le voulait l'aurait fait. Les francophones hors Québec sont pris en otage pour forcer une loi contre le Québec. Et je le répète avec une sincérité complète, le meilleur allié que les francophones hors Québec puissent avoir, c'est un Québec français et indépendant.
Le jour où le Québec ne réussit plus à être français, c'est la fin de la francophonie en Amérique. Nous avons un devoir de ne pas leur permettre, ici aussi, de casser le Québec et d'affaiblir le français. Parlons un peu santé. Quelques jours après ce faux sommet, comme un sommet au 3e sous-sol, le gouvernement fédéral n'administre pas de réseau d'hôpitaux, n'embauche pas de médecins, n'administre pas le personnel soignant ou non soignant du réseau de la santé. Il n'a pas de compétences au sens juridictionnel du terme. Il n'a pas de compétences au sens incompétent du terme. Il a de l'argent. Il a de l'argent à cause de ce bon vieux déséquilibre fiscal. Pendant ce temps, des gens qui attendent dans l'angoisse pour une chirurgie sont pris en otage. Des gens qui n'ont même plus de place dans les corridors des urgences sont pris en otage. Et il y a ce drame national, ce drame de la santé mentale. Des gens en détresse terrible, des jeunes qui pensent à s'enlever la vie, des adultes qui le font. Une détresse que le système est incapable de gérer et qui ne serait pas capable de gérer demain matin ou après-demain si vite. Mais toute création de normes, de programmes, de conditions, de volontés centralisatrices ne crée qu'un délai supplémentaire, alors que ce dont nous avons besoin, c'est de ressources inconditionnelles et immédiates. Et le front commun des provinces et du Québec tient toujours. Et l'attitude du gouvernement Trudeau est odieuse. Le premier ministre semble dire « ça prendra le temps que ça prendra, mais on va casser le Québec ». Il semble dire qu'il est meilleur que nous. Il lève le menton, méprisant. Pour Justin Trudeau, un Canadien, c'est mieux qu'un Québécois. Il prend les Québécois pour des pas bons. C'est quand même grave qu'on soit rendu à banaliser. Ça fait partie de notre quotidien. Le fondement du discours fédéral dans de nombreux dossiers, dont celui de la santé, c'est que c'est mieux fait si c'est fait par le Canada que si c'est fait par le Québec. Moi, j'ai un défi pour le premier ministre. Et j'ai un défi pour Pablo Rodriguez, qui, s'il nous écoute, est probablement en train de choisir les chemises qu'il va déchirer. Nommez-moi une chose. Nommez-moi une chose qu'un Canadien est capable de faire dont un Québécois soit incapable. Nommez-moi une chose que parce que c'est fait sous juridiction canadienne, ça marche, puis si c'est décidé par les Québécois, ça ne marchera pas. Une seule. J'attends. J'ai hâte d'avoir la réponse. Extraire du pétrole, c'est parce qu'on ne veut pas. Parlons un petit peu de monarchie. Je suis content d'être ici. J'ai failli pas être là. Parce que lorsque j'ai dit au président de la Chambre des communes que, bien sûr, mon serment n'était pas sincère, il ne venait pas du cœur. Alors, j'ai un scoop pour vous. Je ne suis pas un fan de la monarchie. Je n'ai pas de photo de pin-up de la reine d'Angleterre dans ma chambre, ni maintenant, ni quand j'étais adolescent. Je crois que la démocratie doit prévaloir. J'ai dit donc au président, vous pouvez en aviser le premier ministre et même le roi Charles. Semble-t-il qu'il en a entendu parler parce qu'on s'est retrouvés dans The Guardian et à la BBC. Quand même, pas si pire. Si ça s'était produit, et mettons, il disait « Ah ben non, t'es un méchant garçon, ton serment n'est pas sincère. » Et là, il fallait que je quitte. Il y avait une élection partielle dans Belleuil-Chambly. On en aurait fait une autre. On l'aurait gagnée. Et il aurait l'air fou.
encore plus. Un serment, comme un témoignage, pour être valable, doit venir du cœur, doit venir des convictions. Et le cœur des élus du Bloc québécois et les convictions des élus du Bloc québécois ne sont au service que du peuple québécois. La volonté des Québécois s'exprime par leur cœur et aussi leurs taxes et leurs impôts. À Ottawa, réglons une chose. Les députés du Bloc décideraient de ne pas prêter serment, les autres seraient bien contents. Et ils ne nous laisseraient jamais rentrer. Ce serait une bonne nouvelle. Québec, par contre, est notre seul Parlement national. Et il est normal que dans notre seul Parlement national, celui qui est occupé notamment et en très large partie, et sans vouloir remonter dans l'histoire tant que ça, par une nation conquise, par cette même couronne britannique, il est dans l'ordre des choses, au-delà des tractations politiques, qu'on refuse de prêter serment à la couronne britannique. À cet effet, je salue le courage de nos collègues et amis Pascal, Paul et Joël. Et ma foi, si on sort du Parlement, tous les députés dont le serment n'était pas sincère, ça va vraiment être une monarchie. Un mot sur la commission Rouleau. Cafouillage, improvisation dans la mise en œuvre de la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau. Mauvaise lecture de la réalité de ce qui se passait avec les amis de Pierre Poilievre dans la rue à Ottawa. Provocation irresponsable du premier ministre, dont la tâche est de s'élever au-dessus de ce jeu de ruelles qui met de l'huile sur le feu. Vous savez, c'est un peu notre faute à tout le monde, cette affaire-là. Il existe un morceau de la société québécoise qui doute, qui a douté, qui n'avait pas toute la confiance que nous, on peut avoir dans les différentes mesures de lutte contre la pandémie. Notre devoir n'était ni de les exclure, ni de les mépriser, mais de continuer inlassablement à expliquer, à solliciter la compréhension, la participation, l'effort. En ayant une attitude de provocation, le premier ministre fait davantage partie des causes du problème que des solutions au problème. Ça ne permet aucune tolérance à la rupture de la société de droit, des règles qui fonctionnent ou qui font fonctionner nos sociétés. Alors pourquoi, si on sait clairement que personne n'a demandé ou voulu l'application de la loi sur les mesures d'urgence, pourquoi? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi, s'il avait toutes les informations nécessaires auparavant pour peut-être agir plus vite, d'une façon plus simple, mettre à la disposition de la police d'Ottawa les 1800 agents de la GRC demandés, non pas 250, dont 150 étaient réservés à la protection du Parlement et du monsieur lui-même en personne. Pourquoi? Est-ce un exemple que lui aussi est capable, que lui aussi il n'osera pas à recourir, il n'hésitera pas à recourir à la loi sur les mesures d'urgence en cas de besoin, si on défie sa vision de l'ordre national? Dans la transition qui a mené de l'ancienne loi sur les mesures de guerre à la loi sur les mesures d'urgence, il s'agissait de faire en sorte que ça ne puisse pas être appliqué en dehors d'un cadre beaucoup plus strict. De toute évidence, c'est un échec. Cette loi n'aurait pas dû être évoquée. Et cet événement
démontre que tous les excès sont encore possibles, y compris contre le Québec. Parlons un peu ingérence chinoise. Encore une fois, distinguons le peuple, ce grand peuple dont la culture est plus de 5 fois millénaire. C'est une chose. Le régime actuel en est une autre. En 2017, en 48 heures, la circonscription de Papineau, représentée par Justin Trudeau, recevait quelque 70 000 $ de dons issus de ressortissants de la communauté chinoise, tout juste après que le premier ministre ait octroyé l'autorisation d'opérer une banque à charte chinoise sur le territoire canadien. On part de loin. Global révélait il y a quelques jours qu'environ 250 000 $ avaient été investis, payés, dépensés, donnés par des canaux divers, tous liés au régime du Parti communiste chinois, dans 11 circonscriptions électorales au Canada. Ça fait un peu moins de 25 000 $ par circonscription. Ça fait, si les gens donnent le maximum, faites le calcul, une dizaine, quinzaine par circonscription. C'est deux choses. C'est une ingérence étrangère à laquelle s'ajoute l'intimidation, le dénigrement de candidats, mais c'est aussi du financement électoral. Et on ne sait pas où, et on ne sait pas qui. Et lorsqu'on demande au bureau, à l'ensemble de la structure du directeur général des élections de faire enquête, la réponse vient du bout des lèvres. Et pourtant, c'est pas banal. Allons-nous nous mettre à normaliser, tolérer, accepter que par des canaux occultes, des puissances étrangères viennent financer des candidats dans des élections au Québec ou au Canada? Et soudainement, Justin Trudeau emprunte la colonne à quelqu'un. Il veut montrer qu'il va se tenir devant la Chine. Or, faisons-lui passer un test. Faisons-lui passer le test des Ouïghours. Les Ouïghours qui, à travers le reste, comme l'ont révélé d'ailleurs dans quelque chose de très bien fait par les jeunes récemment et par les travaux soutenus d'Alexis Brunel-Duceppe, qui est rendu une star internationale de la communauté ouïghour. Les Ouïghours qui sont contraints aux travaux forcés. Faisons passer un test à M. Trudeau. M. Trudeau, si vous êtes sérieux dans votre volonté de vous tenir debout devant le régime chinois, vous allez cette fois accepter de dénoncer le génocide des Ouïghours et imposer des sanctions économiques comparables à celles qu'imposent déjà les États-Unis, quitte à, comme d'habitude, vous cacher en arrière. Mais ce test doit être passé. Une nation complète est menacée de disparaître dans son essence et dans son identité. Le Tibet est déjà passé aux pertes, on ne parle même plus de la Mongolie. Il faut que ça cesse. Et on ne peut pas qu'inventer une doctrine bien commode contre un pays avec lequel, il n'y a pas si longtemps, on voulait négocier un traité de libre-échange, d'ailleurs. Et prétendre que parce qu'on a sorti les mots, on a sorti les gestes. Alexis et nous attendons les gestes. Et la communauté ouïghour aussi. Un mot sur la biodiversité. Du 7 au 17 décembre, Montréal va accueillir la COP 15 sur la biodiversité. Dans un pays qui est le deuxième plus gros financier de son industrie pétrolière au monde, le plus gros subventionneur de l'industrie pétrolière, deuxième au monde, le Canada. Le ministre de l'Environnement est présentement à la COP 27 sur les changements climatiques. Et il y a invité
chummy, des porte-paroles de l'industrie pétrolière. C'est profondément insultant. Le paravent que M. Guilbeault veut dresser devant ses choix relatifs au soutien à l'industrie pétrolière, par exemple sa passion soudaine pour le caribou forestier, c'est de la poudre aux yeux. Le caribou forestier doit être protégé et l'industrie forestière doit prospérer. Et il y a des travaux qui se font. Et on a des députés qui travaillent déjà activement là-dessus, qui sont en contact avec les acteurs du milieu. Mais il est hors de question qu'une fois de plus, le fédéral s'ingère dans une compétence du Québec pour essayer de cacher ses propres inepties. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans le passé sur l'enjeu du caribou forestier, dont en 2013, la commande d'un plan de rétablissement, de réhabilitation de l'espèce, qui a été faite par le gouvernement du Parti québécois, dont on n'a pas encore les résultats. Moi, j'ai particulièrement hâte, parce que le ministre qui a commandé le plan de rétablissement de l'espèce, c'est moi. J'ai bien hâte de le voir, et si M. Guilbeault veut parler caribou, je l'attends. J'en veux toutefois beaucoup aux libéraux d'avoir berné un militant écologiste crédible pour en faire un ministre lobbyiste de l'industrie du pétrole. Si M. Guilbeault est sérieux, au bénéfice de la protection de la baleine noire et de la planète au complet, il va fermer et revenir sur sa décision, fermer l'Atlantique Nord à l'exploitation pétrolière en mer. Le Bloc québécois, lui, propose la transition écologique, la transition énergétique, la création de plus de richesses par l'innovation, la recherche, l'entrepreneuriat dans le secteur des énergies renouvelables et de leurs dérivés et des technologies vertes exportables à travers le monde. Créer plus de richesses durables à partager. C'est le modèle du Bloc québécois. En 1988, à Sainte-Adèle, Pierre Bourgault prononçait un discours auprès du Rassemblement des jeunes de l'époque. Il disait, entre autres, « Il y a des raisons économiques pour faire l'indépendance, mais on ne fait pas l'indépendance pour des raisons économiques. On fait l'indépendance, comme je le disais plus tôt, pour être libre. Or, Ottawa et Toronto semblent vouloir que nous ne le soyons jamais. On semble assister à une offensive presque sans précédent pour nous casser par l'immigration qui n'a rien d'humanitaire, par des offensives contre la pérennité du français, par des assauts jusqu'en Cour suprême contre nos valeurs, par cet abus grossier encore et toujours du déséquilibre fiscal. Mais quand on va à l'offensive, on envoie tout à l'attaque. On enlève son gardien. Si Toronto, Ottawa et les libéraux enlèvent leur gardien pour en finir avec le Québec, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. On a 32 bons patineurs. Confiez-leur la rondelle. J'aimerais d'ailleurs, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, que mes 31 collègues veuillent bien se lever. Quand on fait le travail que j'ai la chance de faire, on appréhende parfois les caucus. J'en ai connu des plus turbulents. J'en appelle à mon ami Alain Terrien, qui en a connu quelques-uns aussi.
Jamais je n'ai pensé que pouvait même exister un caucus aussi harmonieux, uni, dynamique, qui ait autant de plaisir à travailler ensemble tout le temps. Et je vous en remercie du fond du cœur. L'assaut du fédéral soulève une autre question fort sérieuse, par contre, celle du rapport de force. Je disais tout au long de la campagne électorale que le meilleur intérêt d'un éventuel gouvernement du Québec, on avait toute une petite idée de comment ça allait finir, c'était qu'il y ait un fort contingent de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale du Québec. Parce que c'est la seule façon pour le Québec d'avoir un levier face à Ottawa. D'avoir ce groupe qui dit, puisque ça ne marche pas, faisons l'indépendance. Je le leur souhaitais et c'était sincère. Le nombre d'indépendantistes à l'Assemblée nationale du Québec est un peu indéterminé. Il y en aurait, dit-on, au sein de l'équipe gouvernementale. Il y en aurait, dit-on, et je le crois, au sein de Québec solidaire. Il y en a 3, dont on ne doute pas. Ils sont à 3, déjà la meilleure opposition à l'Assemblée nationale du Québec, et ce sont les 3 députés du Parti québécois. Ce sont nos alliés pour faire un pays. Nous partageons les mêmes militants. 2 partis, 1 pays. Nous ne fermons la porte à personne. 3 partis indépendantistes, pas de problème avec ça. Il y a le test, il y a la démonstration. Je suis convaincu. Et je sais qu'il y a au sein du Bloc québécois, et je les accueille avec chaleur, des gens qui sont aussi militants de Québec solidaire et qui sont des indépendantistes. Et ils sont et seront toujours les bienvenus au Bloc québécois. Maintenant, le fameux contingent indépendantiste que je mentionnais pendant la campagne électorale de Québec, il existe. C'est nous. Ce poids politique qui continuera à répéter que la meilleure avenue pour l'avenir du Québec, c'est l'indépendance. C'est 32 députés du Bloc québécois qui le disent à Ottawa. C'est aussi notre tâche. Il faut reconnaître la force du mandat du gouvernement du Québec. Il faut constater une certaine distorsion entre le résultat chiffré de l'élection en termes de vote populaire et la configuration de la Chambre. Ça leur appartient. L'Assemblée nationale doit en disposer seule. Nous avons déjà une collaboration tout à fait adéquate, chacun dans nos dossiers, lorsque la situation le commande, avec les ministres et le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a le droit d'aller au bout de sa démarche, de ses convictions, de ses certitudes, de sa volonté de compromis, de faire fonctionner cette patente-là. Nous, on va être là pour servir le Québec. Mais le gouvernement du Québec risque, et je le dis sans partisanerie, en toute amitié, de se buter à un mur. Et d'emblée, de bonne foi et de bon cœur, nous devons dire au gouvernement du Québec que s'il se bute à un mur, le Bloc québécois ne lui tournera pas le dos. Si le premier ministre du Québec réalise que le nationalisme ne suffit pas, si le premier ministre réalise, comme nous, que la finalité du nationalisme, c'est l'indépendance, dans la foulée de la Révolution tranquille et de l'œuvre des René Lévesque, des Jacques Parizeau, des Lucien Bouchard ou des Pauline Marois. S'il reprend la réflexion sur la souveraineté, nous serons des alliés. Je ne me fais pas d'illusions. Mais si le premier ministre du Québec reprend une réflexion
sur l'indépendance, au terme d'un processus qui démontrera l'insuffisance du nationalisme, tout pourrait alors aller très vite. Parlons de ce pourquoi nous sommes ici. Nous avons entrepris un processus qui, à certains égards, était un peu périlleux. Sortir du modèle habituel de nomenclature de propositions de gouvernance passablement pointues pour aller d'une façon qu'on croyait, qu'on voulait novatrice, vers l'énoncé de principes, de valeurs, de l'identité à la fois du Bloc québécois et de ce qu'on croit être l'identité du Québec. On voit bien sûr dans le document que vous allez recevoir, que vous avez déjà en main d'ailleurs, l'importance d'enjeux qui traversent le document de bout en bout. L'environnement comme valeur, au même titre que d'autres éléments qu'on définit comme des valeurs fondamentales du Québec. Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est plus fin? Je ne le crois pas nécessairement. Est-ce qu'on est dans un contexte géographique et économique qui fait de nous des leaders en matière d'environnement? On le peut, et si on le peut, on le doit. Il y a d'autres valeurs, d'autres enjeux, immigration, langue, des choses qui ont connu, qui ont été colorées par une évolution récente de la société québécoise et, bon, de la société canadienne à bien des égards, qui font que ce document-là reflète une identité qui a évolué depuis la dernière fois que le Bloc québécois s'est doté d'un nouveau programme. Cette fois-ci, nous sommes partis, et je félicite les rédacteurs et tous les gens qui ont été consultés, d'une feuille blanche, qui, Dieu merci, ne l'est pas restée trop longtemps. Nous espérions un document qui soit fondateur. Seule l'histoire nous le dira. Un document qui puisse durer. Un document qui contienne des morceaux qui pourraient faire école jusqu'à l'indépendance. Un document qui contienne des énoncés, qui pourrait rallier une génération qui de plus en plus s'intéresse à nous. Un document qui soit ouvert. Dans sa forme actuelle, il ne contient aucun engagement pointu à caractère électoral, ni même de gouvernance au quotidien. Tout ce qui émanera de nos travaux en matière de proposition d'un programme qui deviendra électoral, la totalité viendra de vous. Rien n'est imposé. Le document est ouvert. C'est un document qui est confié aux militants et c'est un document qui est confié à la démocratie de notre parti politique. Il y a 3 types de propositions sur lesquelles vous devrez vous pencher. Il y aura bien sûr des propositions sur les statuts. Qu'est-ce qu'on veut changer dans notre façon de travailler comme parti politique? Il pourra y avoir des propositions sur le libellé même du texte de base qui vous est remis. Et il y aura, entre les mains des instances, des circonscriptions, des mandats aux partis, des mandats à l'aile parlementaire qui deviendront le programme et les engagements et éventuellement la plateforme électorale d'une formation politique qui, quoi qu'on en dise, pourrait se retrouver en élection dans pas si longtemps. Le travail que nous faisons permet d'arriver peut-être à une 3e élection en autour de 5 ans, avec, encore une fois, une formation politique et un programme rafraîchi, moderne et novateur. C'est une grande fierté que je porterai. Et je veux aussi porter à votre attention, bien qu'ils sont très bons pour le faire eux-mêmes, le fait que, bien longtemps avant que nous n'ayons sorti la plume, les jeunes avaient travaillé sur 80 propositions, rien de moins, 80. Au cours de l'été, ils ont animé les réseaux sociaux avec des documents, des résumés, des synthèses d'une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle. Il me semblait important
que ce document ne se perde pas dans une pile. J'ai donc invité les jeunes à vous le déposer eux-mêmes intégralement ici aujourd'hui. Ce n'est pas contraignant, ce ne sont pas des propositions qui sont d'emblée adoptées, c'est à eux de vous convaincre. C'est à eux de convaincre des circonscriptions de s'en faire porteuses. Choisissez ce qui vous convient parmi les 80 propositions des jeunes. Il y en a de très bonnes, et faites-vous-en porteurs, de telle sorte qu'entre maintenant et le Congrès national, avec entre les deux le Congrès des jeunes, nous saurons reconnaître la pertinence et la légitimité du travail des jeunes dans la construction du pays qui sera le leur. Le document qui est déposé aujourd'hui doit vivre. D'ailleurs, enfin, la pandémie est finie. Nous travaillons à mettre un terme aux campagnes, aux propos insidieux et au dénigrement de l'identité de la nation québécoise par certains éléments de l'appareil diplomatique canadien. On a trop vu d'articles dans les médias étrangers qui nous décrivaient comme ce que nous ne sommes pas. On ne pouvait pas, pendant longtemps, aller s'y opposer. Sur le terrain, il y avait une pandémie, il n'y en a que moins, mettons. Pas plus pantoute, mais moins. C'est pour ça que la semaine prochaine, avec un agenda lourd et très chargé, je serai en voyage officiel à Paris pour aller travailler à la reconstruction des ponts entre le mouvement indépendantiste et la France. J'ai très hâte d'y rencontrer des collègues, des élus, des gens qui sont les étoiles montantes de ce pays frère et qui devraient, en toute logique, être plus réceptifs que quiconque à ce que je me permets d'appeler la diplomatie de l'indépendance. On nous demande souvent, vous, dans votre quotidien, vous le vivez, on propose un pays, oui, mais quel pays? Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va se passer? C'est assez caractéristique parce que chacun d'entre vous répondez avec toute la passion que je vous connais, puis le lendemain, la question revient. C'est comme s'il n'y avait pas de réponse satisfaisante. C'est comme si, à la limite, le fait de dire « oui, mais qu'est-ce que ça serait? » c'est une façon de reporter au lendemain une réflexion qui doit commencer aujourd'hui. Un pays, ça se définit de certaines façons passablement précises. Parmi ces façons de définir un pays, beaucoup sont contenus dans la proposition principale. Je crois, j'espère que vous vous y reconnaîtrez. Je crois que les Québécois s'y reconnaîtront. Et je crois qu'aucune autre nation dans le monde ne s'y reconnaîtrait de la même façon. La proposition principale est aussi un morceau de définition de qui nous sommes et les morceaux de ce que serait le pays. Mais il y a aussi dans la proposition principale une allusion assez précise à une réflexion sur une constitution québécoise. Une constitution, c'est l'essence même des institutions que se donne un peuple, une nation et un pays. Ces régions, ces villes, ces nations autochtones, amis, sans complaisance, entre égaux. C'est un document fondamental. À force d'en parler et de ne pas y travailler, on est dans la procrastination qui retarde l'indépendance. Une constitution, ça préserve, affirme la langue, l'histoire, les valeurs, le territoire, les institutions. Une constitution québécoise devrait commencer par ceci: l'affirmation, sans équivoque, du droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples et au premier chef du peuple québécois. Elle doit aussi mentionner, et je laisserai les experts écrire, eux qui discrètement écrivent déjà,
que le Québec a cédé des pouvoirs à la Fédération canadienne et que nous sommes insatisfaits de l'usage qui a été fait de ces pouvoirs, pas nécessairement dans le sens des intérêts du Québec et parfois même à l'encontre des intérêts du Québec. Et que le Québec a le droit de reprendre les pouvoirs qu'il a cédés. Ces deux énoncés, à eux seuls, définissent l'indépendance. Maintenant, attention à la vitesse. Nous devons cheminer à la vitesse des Québécoises et des Québécois. Nous devons être sensibles à l'écoute et nous exprimer pour qu'augmente l'adhésion à cette idée fondamentale qui anime tous les peuples. Et on peut croire qu'assez rapidement, nous pourrons revenir à une réflexion profonde sur qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut en faire. Bien sûr, il y a d'autres gens qui ont travaillé à travers les décennies sur des projets de constitution. Nous devons nous en inspirer, consulter les travaux de tous ces gens et au besoin consulter ces gens eux-mêmes. Il faut commencer quelque part. Il faut reprendre cette stimulante réflexion. Il faut commencer quelque part, humblement, sans prétention. Parce qu'ultimement, ça n'appartient pas au Bloc québécois qui a tout à fait le droit d'animer une réflexion et une consultation. Ça appartient au peuple. Et ça ne peut appartenir qu'au peuple. Il faut commencer quelque part et je dirais à cet égard qu'il faut recommencer ici, aujourd'hui, une contribution dont la nation disposera à son heure. Et elle appartiendra à quiconque, à l'Assemblée nationale du Québec, qui voudra la reprendre, s'en inspirer, la modifier. Elle appartiendra à quiconque voudra réaliser le pays. En conclusion, au bout du chemin, pas si loin, il y a un pays. Chaque geste est une pierre à l'édifice de ce pays-là. Le document que vous avez en main en est un. Dans 6 mois, lors du Congrès national, vous allez lui donner vie. Et après ça, c'est vrai que ça peut aller très vite. Pas parce que l'adversaire est mauvais, même s'il nous fait cette grâce. Peut-être parce que nous sommes bons, mais surtout parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Chers amis, nos adversaires sont des empêcheurs de pays. Nous sommes, nous, des créateurs de pays. Merci beaucoup.